à des carrefours. Le chemin, c'est à la fois c'est un moyen de se déplacer, mais le carrefour, c'est toujours un lieu où on est à la croisée des chemins, où on a le choix d'un chemin à prendre, et au Moyen-Âge, eh bien, il faut prendre la bonne direction. La bonne direction, c'est celle de Dieu, c'est celle du christianisme. Donc ces croix, elles parsèment notre paysage, elles peuvent servir de repère pour les gens qui se sont perdus, qui se déplacent, ou s'il y a de la neige, mais elles sont aussi une façon de rappeler, à chaque fois qu'on est dans l'hésitation entre deux chemins, qu'il faut prendre le bon chemin, c'est-à-dire celui de la religion catholique, la religion chrétienne. Croix qui parsèment, qui peuvent aussi servir à certains moments, mais quand il y a un décès, on est sur un territoire étendu, on l'a vu tout à l'heure. S'il y a un décès, souvent le corps va être ramené dans le cimetière du bourg ou dans le cimetière de la Tour, par exemple, et ces croix vont être l'occasion de station entre la maison du défunt, qui est souvent sur un hameau, et le cimetière. Donc ça, c'est ces deux fonctions importantes de ces croix, et certaines sont des croix de rogation. Alors les rogations, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié maintenant, et qui prévalait jusqu'au début de ce siècle, enfin, quand je dis de ce siècle, du XXe siècle. Voilà, qui prévalait jusqu'au début du XXe siècle. Alors ça serait Saint Mamère au 5e siècle qui aurait mis en place ces rogations. En fait, ce sont des cérémonies religieuses pour aller bénir les récoltes. Voilà. Souvent, quand on voit une croix qui n'est pas vraiment à la croisée d'un chemin, mais qui est au bord d'un chemin et souvent tournée vers un champ ou vers une prairie, elle avait plutôt la fonction de croix de rogation, c'est-à-dire qu'il y avait des processions, et à l'occasion de ces processions, qui pouvaient durer plusieurs jours, on allait bénir la récolte. Il pouvait y avoir une procession, enfin les processions étaient différentes selon les récoltes. Il pouvait y avoir une procession pour aller bénir les vignes, une procession pour aller bénir le blé, etc. Donc, il y avait aussi que quand il y avait des sécheresses importantes, on sollicitait, on organisait des processions pour faire pleuvoir. Oui, oui. C'est assez fréquent. Alors, on en voit d'autres qu'on découvre. Ah ouais. Voilà, celle-ci qui se trouve dans le bourg. Alors, dans les villages, les croix aussi servaient à marquer toujours l'entrée et la sortie du village. Là aussi, on était bon. C'était une sorte de protection aussi du village. Alors, Abélane n'est pas dans une sauveté. Les sauvetés sont vraiment des lieux des villages qui étaient définis et des territoires qui étaient définis par des croix et ces croix les protégeaient. Et c'était des territoires qui étaient sous la protection de Dieu, dans lesquels on n'avait pas le droit de se battre. Dans une période, si on pense au Moyen-Âge, aux guerres de 100 ans, etc. Donc c'était une protection. Mais en tous les cas, dans tous les villages, à l'entrée, à la sortie ou au point important du village, sur les places de village, il y avait des croix. Alors on a vu des croix en fer tout à l'heure, qui sont plutôt des croix qui ont été, qui certainement étaient présentes depuis beaucoup plus longtemps, mais qui ont été refaites au XIXe siècle. Et on a un certain nombre de croix de pierre qui sont souvent plus anciennes. D'autres croix, voilà. Voilà, encore une croix de pierre au niveau de Bellegarde. On reparlera de Bellegarde tout à l'heure. Voilà, bien pour les croix. Voilà pour les croix. On va poursuivre ce chemin, pas de croix, mais de chapelles, en l'occurrence, avec les différentes chapelles qu'on peut trouver sur notre commune. Voilà, alors je reprends la carte et on va voir trois de ces chapelles qui se trouvent dans des... Alors vous avez au niveau de cette étoile, donc le bourg. Ici, le hameau de la Lande, où il y avait un château très important au Moyen-Âge, c'est un château du fin 14e, 15e siècle, avec une chapelle importante aussi. On a pu, alors, beaucoup des photos qu'on va voir et des lieux qu'on va pouvoir un peu visiter à travers ces photos, on a eu l'occasion de les découvrir lors de Journées du patrimoine précédentes, puisqu'on a fait plusieurs expositions sur le petit patrimoine. Donc à ce moment-là, on avait photographié toutes les croix. Il reste d'ailleurs les panneaux sur les croix, ils sont au fond de l'église. Et puis on a fait aussi des visites de hameaux. Et à cette occasion, on a eu la chance d'avoir du patrimoine privé qui a été ouvert. C'était le cas en particulier à la Lande. On a pu ainsi visiter, découvrir pour beaucoup d'entre nous la chapelle du château. Donc la Lande au sud-ouest, je cherche la souris. Bellegarde, ben voilà, on est arrivé à la Lande. J'appuie trop fort. Donc
Bellegarde était plus au centre, et Floiras qui était le point le plus au nord. Il y avait une autre étoile, je crois, bleue, qui indiquait l'église de la Tour, où on s'arrêtera ensuite. Donc, château de Lalande, une place forte très importante au Moyen-Âge, chapelle qui date certainement, donc là on a une vue d'une partie du château. Là, on voit une des tours, mais on peut supposer qu'il y avait 4 tours. Voilà, que l'ensemble de la place forte couvrait largement l'ensemble du hameau actuel de Lalande. La plupart des maisons du hameau étaient incluses dans ce château qui était très important. Et oui, on voit la chapelle qui est bien fréquentée manifestement. Voilà, qui a été longtemps bien fréquentée. Je pense que ça, j'ai vu tout à l'heure Martine Bargue, et je pense que ça va effectivement lui évoquer des souvenirs, puisque c'était dans la propriété Bargue, le domaine de Lalande, et cette cave servait de chai. Donc ici, on allie à la fois le patrimoine historique et le patrimoine actuel avec le vin Cahors, qui était dans ces tonneaux. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de barrique à l'intérieur, Martine, ici? Non. Il y en a encore? Ah oui, c'est encore un chai. Ouais. Et c'est pas du vin de messe, hein, c'est du vrai Cahors. Voilà, donc ici, c'était lors des visites des Journées du patrimoine, je crois, il y a 3 ou 4 ans, l'intérieur de cette chapelle, donc une chapelle quand même importante, et je me suis même aperçu qu'il y a eu une étude faite par le Conseil général sur le château de Lalande, et dans cette étude, ils sont passés tout à fait à côté de cette chapelle, ils ont noté toute une série d'éléments patrimoniaux, et ils ne l'ont pas vu. Donc l'étude sur le château de Lalande qui a été faite est parcellaire, parce que c'est vraiment un élément important, et je crois sur le reste du château il y a eu beaucoup de modifications à différentes époques, et là on est vraiment sur un des éléments peut-être qui est resté le plus intact, puisqu'il était vraiment au cœur du château, à côté du donjon. À côté du donjon, oui, voilà. Nous allons, on est toujours dans la Lalande. Et alors ici, château de Floiras. Château de Floiras qui a alimenté l'actualité ces dernières années, puisque ce château va enfin entamer sa restauration, tout au moins on l'espère. J'ai vu en passant tout à l'heure comment c'est, il y a des corps de métier déjà qui œuvraient. On rappelle comment il est ce château date du... Ce château, là aussi on est sur un château qui a des bases très anciennes, hein, des bases difficiles à dater. Certains disent carolingiennes, mérovingiennes, donc on n'a pas de certitude. Il était certain qu'il y avait certainement une défense avancée de Bellaye à cet endroit-là, même si c'est en bas de vallée, il y avait une sorte de point de guet au moins, ou une tour de guet, souvent un peu comme on a à la Gardelle. À la Gardelle, on a simplement la tour qui est là, qui est restée, mais la plupart des petits châteaux de Bellaye, au départ, étaient des tours fortifiées qui, ensuite, selon la richesse de la famille qui les occupait, se sont développées. Donc on est ici sur des constructions essentiellement qui datent du 17e au 19e, avec beaucoup très remaniées à différentes époques, en particulier au 19e. Un bâtiment, en premier plan, là, on a un pigeonnier, et on a, en arrière-plan, j'ai pris cette photo, parce que ici, on a ce qui servait de corps. On est sur un bâtiment quadrilatère, et avec 4 tours, et dans une des tours d'angle, celle qu'on voit entre le pigeonnier et le bâti. Alors, dis-moi, cette photo, elle date de quand? Parce que le château n'est pas dans cet état-là. Cette photo n'est pas très ancienne. Elle a quoi, 10 ans? Moins de 10 ans. Moins de 10 ans? Je pense que la tour... Ici, c'est la belle. Voilà. Ça se fond, ça change. Donc là, au-dessus de la souris, quand c'est dans la tour qui se trouvait... voilà, ici, on avait une chapelle. Donc il en reste... on sait qu'elle était là, mais il n'en reste rien, même la pierre d'autel. On sait qu'elle a été sauvegardée, la pierre d'autel, qu'elle a été confiée à un curé pour qu'il la gardée, mais il n'y a plus rien dedans qui atteste vraiment
de la présence de cette chapelle, sauf la connaissance des personnes qui l'ont connu au temps de ce château, puisque ça fait pas si longtemps que ça que ce Il château. était habité il y a encore combien de temps? Oui, plus de 50 ans quand même, mais je n'aurais pas la date exacte. S'il y a des gens qui ont des éléments de réponse que nous n'avons pas, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Mais enfin, moi, je me souviens avoir visité ce château avec ses toitures, et c'est vrai qu'il était livré aux 4 vents, et que par là même, il a été largement pillé, je le reconnais. Oui, oui. L'intérieur, toutes les cheminées, les rampes en fer forgé, tout l'intérieur. Et puis, les toitures étant tombées, elles ont aussi fait s'effondrer les planchers. Donc, tout est à refaire, aussi bien d'abord les toitures, mais il y a effectivement des nouveaux propriétaires qui se sont donnés, qui ont l'ambition de le faire, qui se donnent le temps. Un permis de construire a été déposé, a été tout de suite d'ailleurs approuvé par les services. Donc, on espère maintenant, on est dans l'attente de le voir au moins se mettre hors d'eau et ensuite peut-être être à nouveau habité. On l'espère de tout cœur. En tout cas, je sais que tout le monde a été très sensibilisé par cette destruction quasi programmée de Floiras et le fait qu'il y ait désormais un nouveau propriétaire avec les nobles intentions dont tu parles, ça nous réjouit. On évoque Bellegarde à présent. Voilà, alors le repère de Bellegarde, là aussi on parle de château, on parle de maison fortifiée, on parle de repère, au départ certainement une tour avancée de défense de Bellaye. Bellegarde, c'est sur la colline qui fait face derrière nous. Repère attesté dès 1594, certainement beaucoup plus ancien, mais les premières traces qui parlent de cette construction, c'est la fin du XVIe siècle. Et la chapelle, que l'on voit sur la photo sur la droite, elle est beaucoup plus récente, a été construite au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. Ce château de Bellegarde était la demeure à l'époque d'un abbé, l'abbé Guillou, qui était propriétaire de Bellegarde, qui a été maire de Bellaye pendant de nombreuses années. Et en fait, il était abbé, mais il a vécu à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Et au moment de la Révolution française, il avait prêté serment à la constitution civile du clergé. Donc il était en quelque sorte, il pouvait, allier des fonctions laïques à ses fonctions ecclésiastiques. Donc il a été très aimé apparemment à la fois de ses paroissiens, mais aussi des habitants de la commune. Et cette chapelle a été construite à son intention par les habitants de Bellaye pour qu'il y soit enseveli. Et donc il y a été enseveli en 1830.